Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 109e numéro. Au sommaire, on va voir un gros dossier international. On parlera notamment de la Syrie, la situation dans ce pays. On parlera des bombardements américains et français. Les Américains et les Français apparemment qui manqueraient de munitions. On parlera également de la Finlande et les Finlandais qui pourraient recevoir 800 € par mois de salaire de base. On parlera des Danois qui disent non à davantage d'intégration européenne. On parlera également de la Grèce, des comptes troubles du ministre de l'économie de Tsipras. On parlera également de la COP 21. Dans la partie France, une petite partie France cette semaine, on va parler du déficit commercial qui se creuse en octobre. On parlera du fisc qui veut rémunérer ses indices. Et on terminera avec l'économie française qui a détruit pratiquement 1 million d'emplois, 1 million de postes depuis 2001. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque la partie internationale et on démarre avec le dossier syrien comme promis et la réunion qui a eu lieu en Arabie Saoudite à Riyad, réunion qui a rassemblé des groupes d'opposants à Bachar el-Assad. La conférence de Riyad, qui a rassemblé une centaine de représentants de l'opposition politique et armée syrienne, visait à unifier les rangs de cette opposition en vue d'éventuels pourparlers pour mettre fin à un conflit. On ne peut toutefois dire que toutes les factions et tendances de l'opposition étaient représentées. Les Kurdes n'ont pas été invités, ainsi que d'autres opposants de l'intérieur. Ils ont d'ailleurs organisé une réunion parallèle en Syrie. D'autres ont refusé de participer à cause de la participation de puissants groupes tels que Ahrar al-Sham, allié du Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Alors pour ceux qui croient encore à l'opposition à Bachar el-Assad, tel qu'on nous le décrit dans les médias, je vous invite à voir le numéro 3 de À la loupe sur le dossier syrien et bien évidemment à vous procurer la lettre d'analyse et d'information libre numéro 7 qui traite de ce dossier syrien en profondeur. On continue sur la Syrie et à Homs, les derniers rebelles ont quitté la ville. Un premier contingent de quelques centaines de rebelles et de civils a quitté le 9 décembre dernier le quartier d'Al-Waer, dernière poche de résistance au régime à Homs. Cette ville fut à la pointe des manifestations anti-Assad en début 2011 et elle devient, en prenant les armes face à la répression, une capitale de la révolution syrienne. Des combattants discrets, certains tenant une kalachnikov en main, des femmes, des enfants, des personnes âgées, ainsi qu'une dizaine de blessés, ont embarqué dans des autobus à une entrée du quartier devant des journalistes invités par le régime. Leur convoi, 15 véhicules, étaient escortés par des soldats de l'armée régulière lourdement équipés, des ambulances, etc. etc. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ils doivent se rendre dans la province voisine de Hama, puis dans la région d'Al-Bib, dans le nord-ouest, tenue par l'armée de la conquête, qui réunit une kyrielle de groupes rebelles et islamistes et le front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda. Ce début d'évacuation est le fruit d'un accord local conclu sous la supervision de l'ONU. À terme, d'ici une semaine, selon le régime, 2000 à 3000 rebelles et leurs familles doivent quitter ce quartier assiégé depuis 3 ans, séparé de la ville par le fleuve Oronte. Le régime avait libéré des prisonniers détenus à Homs avant ce dernier départ, tout comme les rebelles, et autorisé le départ de nourriture et de médicaments. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, le Suédois Staffan de Mistura, défend de tels cessez-le-feu locaux. Il s'agit en théorie de multiplier les poches à l'abri des combats, afin de favoriser un climat permettant la tenue de négociations en vue d'une transition politique. La Syrie toujours et des soldats syriens qui ont été tués par des raids aériens. Damas accuse les États-Unis, ceux-ci rejettent la faute en disant qu'ils ont bombardé à 55 km des positions de ces soldats. Alors que Damas s'apprête à envoyer une note de protestation au Conseil de sécurité de l'ONU après le bombardement de ses soldats, la coalition menée par les États-Unis rejette toute culpabilité, affirmant que ces frappes ont eu lieu à 55 km plus loin. Lundi dernier, Damas a déclaré que 4 avions de combat de la coalition occidentale avaient largué 9 bombes sur un camp de l'armée syrienne dans la province de Deir ez-Zor. C'est la première fois que des avions de la coalition auraient bombardé des troupes syriennes. Toutefois, la coalition occidentale, sous commandement américain, nie toute culpabilité. Je cite : « Nous n'avons procédé à aucune frappe dans la province de Deir ez-Zor hier », a précisé le porte-parole de la coalition occidentale, Steve Warren. On continue avec un rapport américain qui montre que le nombre de djihadistes étrangers en Syrie et en Irak a plus que doublé depuis 2014. Un rapport publié par un institut spécialisé dans le renseignement révèle que le nombre de djihadistes étrangers en Syrie et en Irak a plus que doublé depuis juin 2014. Il serait entre 27 000 et 31 000 dans ces deux pays. L'Institut, qui avait recensé il y a 1 an et demi 12 000 combattants étrangers dans les rangs des groupes djihadistes de Syrie et d'Irak, estime aujourd'hui que leurs effectifs oscillent entre 27 et 31 000, originaires de 86 pays. L'augmentation du nombre de djihadistes n'est pas uniforme à travers le monde.
Il a ainsi plus que doublé en provenance d'Europe occidentale avec un total de 5000, dont 1700 Français, tandis qu'il restait stable en Amérique du Nord, 280. Ils sont 8240 en provenance des pays du Moyen-Orient, dont 2500 Saoudiens et 8000 du Maghreb, la Tunisie restant de loin le premier pays avec 6000 djihadistes présents en Syrie et en Irak. Le nombre de combattants venus de Russie et d'Asie centrale a explosé de près de 300% à 4700, dont 2400 Russes. Il y a également 2100 Turcs, selon le rapport qui indique se baser sur l'ensemble des données établies par les gouvernements, les organisations internationales et les instituts de recherche. Selon Souffrant Group, entre 20% et 30% des djihadistes étrangers retournent dans leur pays, ce qui constitue un grand défi pour les agences de sécurité, alors que l'État islamique lance de plus en plus d'attaques à l'étranger. Il a ainsi revendiqué les attentats meurtriers en France et plusieurs attaques en Tunisie. Alors d'ailleurs, on a identifié le 3e kamikaze du Bataclan. Au final, les 3 hommes étaient tous français, mais tous avaient effectué un séjour en Syrie. Alors que l'État islamique maintient sa propagande, notamment sur Internet où elle est très très forte, on se demande qui fournit des accès Internet à cette organisation terroriste. On le sait, Internet est le canal privilégié de l'État islamique pour diffuser sa propagande soignée et pour embrigader de nouvelles recrues. Mais comment l'organisation terroriste, basée dans des zones de guerre où il ne reste souvent plus grand-chose des infrastructures de télécommunication, peut-elle être aussi connectée ? Une enquête parvenue sur le site Spiegel révèle que des sociétés européennes fournissent à l'organisation djihadiste un accès Internet via satellite. Ces prestataires le font sciemment, d'après des documents obtenus par le journal allemand, selon qui ils pourraient relativement facilement couper cet accès. Le Spiegel explique que pour se connecter en Syrie ou en Irak, les membres de Daesh achètent du matériel à Antioche, une ville située dans une province de Turquie, limitrophe de la Syrie, où des milliers de paraboles permettent d'accéder à Internet par voie satellitaire. Révélation gênante, l'implication du groupe français de satellites Eutelstat, dont la Caisse des dépôts, bras financier de l'État, est actionnaire. Contacté par le Spiegel, l'opérateur affirme qu'il ne peut pas contrôler à quelle fin sont utilisés ces terminaux et qu'il n'est pas en contact direct avec ses clients en bout de chaîne. On se pose également la même question en ce qui concerne les armes, puisqu'on retrouve des armes franco-allemandes dans les mains des djihadistes. Selon un rapport d'Amnesty International, l'organisation État islamique dispose d'un arsenal de guerre impressionnant provenant essentiellement de pillages de stocks en Irak et en Syrie. C'est un arsenal qui donne le vertige. Missiles anti-chars, fusils d'assaut de type AK ou M16 ou encore fusils semi-automatiques, Bushmaster, lance-grenades GP25, missiles transportables anti-aériens légers. La liste des armes dont dispose Daesh est longue. Et dans cet arsenal, Amnesty International est catégorique, il y a des armes de fabrication franco-allemandes. Mais peut-on pour autant affirmer qu'elles viennent de France ? La réponse est complexe. Je cite, « On sait que la France a armé les rebelles modérés en Syrie, ceux qui combattent Daesh et le régime de Bachar el-Assad. » François Hollande avait déclaré en août 2014, rappelle Émeric Eluin, membre d'Amnesty International France. Je continue de citer, mais on est incapable de dire ce que la France a fourni comme armes. Néanmoins, on retrouve dans les mains de Daesh des missiles de fabrication franco-allemand, des missiles anti-chars Milan, souligne le spécialiste, sous-entendant que les armes fournies par la France aux rebelles modérés ont ensuite pu être récupérées par l'organisation État islamique lors de combats avec les rebelles. Un mot sur l'attentat qui a eu lieu aux États-Unis le 2 décembre dernier et qui a fait 14 morts. Un des suspects avait des relations avec le groupe extrémiste Al-Nosra. Vous savez, Al-Nosra, c'est le groupe qui fait du bon boulot, selon Fabius. Syed Farouk, l'un des auteurs de la tuerie à San Bernardino aux États-Unis, a été en contact avec au moins 2 organisations étrangères, rapporte le Los Angeles Times. Parmi elles figure le Front Al-Nosra, émanation d'Al-Qaïda en Syrie. Dans son bulletin radiophonique quotidien Al-Bayan, l'État islamique a attribué 2 de ses partisans la responsabilité de la tuerie. Mais de sources gouvernementales américaines, on souligne que rien ne permet de dire pour l'instant que l'attaque a été dirigée par l'État islamique, ni même que l'organisation était au courant des projets du couple. Alors ça devient de plus en plus difficile de faire la part des choses dans les informations, notamment lorsqu'on a vu le reportage qui est passé sur France 2, il me semble que c'était en février dernier, et qui montrait que le FBI mettait en place des groupes terroristes ou poussait au terrorisme sur son sol. Donc voilà, il faut prendre ces informations avec des pincettes. On continue et on va parler maintenant de l'armement du complexe militaro-industriel, que ce soit français, américain, européen, etc., qui tire son profit du chaos qui se passe au Moyen-Orient. Les principaux fournisseurs d'armement de la défense américaine ont indiqué cette semaine tirer profit de la montée en puissance de la guerre en Syrie. L'instabilité grandissante au Moyen-Orient entraîne une course à l'armement des pays de la région.
Le vice-président exécutif de Lockheed Martin, Bruce Tanner, a déclaré que sa compagnie envisageait des bénéfices indirects à la guerre en Syrie. Voilà ce que rapporte The Intercept. Le vice-président exécutif de Lockheed Martin envisage une augmentation des ventes de l'avion de chasse F-22 et F-35, nécessaires selon lui pour faire face à la concurrence des avions russes déjà présentes sur le terrain. Toujours sur le dossier syrien, on apprend que les États-Unis, qui bombardent intensivement apparemment, pourraient manquer de munitions dans les jours à venir. Avec l'intensité des frappes aériennes pour combattre l'État islamique, l'US Air Force pourrait être à court de munitions prochainement. Le général Mark Welch, chef du personnel, a émis un communiqué pour aviser que l'armée de l'air dépense ses munitions plus vite qu'elle n'arrive à se réapprovisionner. Le général a d'ailleurs confié à CNN que l'US Air Force souhaite un refinancement à la hausse des dépenses militaires pour venir à bout de l'État islamique. Même chose pour la France qui aurait balancé plus de 680 bombes ces dernières semaines et qui pourrait être en déficit de munitions. Chaque jour désormais, les avions de chasse mènent des frappes contre l'organisation État islamique en Irak et en Syrie. Toutes ne sont pas rendues publiques. Selon les informations du Monde, Rafale et Mirage 2000 ont largué 680 bombes depuis le début de l'opération Chamal en septembre 2014. L'essentiel depuis 2015. Ce chiffre n'est pas communiqué officiellement. Au plan militaire, la France apparaît depuis 14 mois comme un petit actionnaire de la lutte contre l'État islamique, avec 5% des bombardements d'une coalition internationale dominée à 80% par les États-Unis, alors même qu'elle mène une campagne encore plus massive qu'elle ne le dit. Je cite, « On tire en ce moment beaucoup plus qu'en Libye en 2011, même si on a moins d'avions », voilà ce qu'a souligné un expert de l'armée de l'air. Le ministre de la Défense vient, selon nos informations, de commander en urgence des munitions aux industriels américains qui les fabriquent. Quelques centaines de bombes guidées GBU. Pour la première fois, le 15 novembre, on a ainsi chargé non plus 2, mais 4 bombes GBU-12, la munition guidée de 250 kg, la plus utilisée, sur les Mirage 2000. Le porte-avions Charles de Gaulle a fait passer ponctuellement le nombre de chasseurs engagés de 12 à 38. Je cite, « Il y a une claire volonté de rétorsion après les attentats ». Voilà ce qu'a indiqué l'Élysée. Alors si vous voulez avoir plus d'informations sur le dossier syrien, je vous invite bien évidemment à lire la lettre d'analyse et d'information libre numéro 7 qui est toujours en vente sur la boutique de l'agence Infolibre. Puisque comme nous l'avions noté à cet effet, quand on connaît le prix exorbitant que coûte à la France une opération aérienne avec arrosage de bombes inutiles, de l'ordre de 300 000 € l'unité, et puis disons à peu près 10 000 € par heure de vol pour un Rafale, en plus de faire des trous dans le sable du désert, on creuse en même temps le trou de la dette, ou comment faire d'une bombe 2 trous. Pour terminer avec le dossier syrien et irakien, et le Moyen-Orient en général, on parle juste de l'Allemagne et des migrants, puisque l'Allemagne a accueilli plus de 964 000 migrants depuis janvier dernier. L'Allemagne a enregistré en novembre 206 101 demandeurs d'asile supplémentaires, un nouveau record pour le pays qui a comptabilisé depuis le début de l'année 964 574 migrants. Voilà ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur. Les arrivées ont donc encore nettement progressé depuis le mois dernier, 181 166 enregistrés en octobre. Et l'Allemagne devrait donc dépasser le million de demandeurs d'asile d'ici la fin de l'année. Un petit mot également sur Israël, puisque des fondations financent massivement des colonies en Cisjordanie. Entre 2009 et 2014, 220 millions de dollars ont été transférés vers les colonies israéliennes illégales de Cisjordanie via des fondations américaines. Voilà ce que révèle une enquête de Haaretz. Ces mêmes colonies sont considérées par Washington comme un obstacle au processus de paix. Je cite, « Les constructions de colonies israéliennes illégales en Cisjordanie constituent un obstacle à un accord de paix durable avec les Palestiniens. » Voilà ce qu'a déclaré le président Obama au cours d'une conférence de presse conjointe avec le président palestinien Mahmoud Abbas en mars 2013. La ligne du gouvernement américain à ce sujet n'a pas évolué. Les États-Unis condamnent les colonies illégales en Cisjordanie. Pourtant, ces mêmes colonies font l'objet d'un important soutien financier de la part de donateurs américains qui bénéficient d'une législation fiscale avantageuse. Voilà ce que révèle l'enquête du Haaretz. Autre information, un trafiquant d'organes israélien a été arrêté en Turquie. D'après la chaîne allemande Deutsche Welle, le citoyen israélien d'origine ukrainienne Boris Walker, de son vrai nom Wolfman, suspecté de trafic d'organes et de fraude, a été appréhendé à l'aéroport d'Atatürk, situé aux alentours d'Istanbul. Monsieur Walker, poursuit la chaîne, se serait rendu en Turquie dans le but de récupérer des organes de réfugiés syriens fuyant les répressions du groupe terroriste État islamique. Selon Deutsche Welle, les organes en question, dont le montant varierait entre 70 et 100 000 €, étaient transplantés clandestinement dans des hôpitaux turcs. 40 jours après son arrestation, la justice turque a ordonné l'extradition du trafiquant présumé vers Israël. Au demeurant, les autorités turques et israéliennes se sont abstenues de tout commentaire. Auparavant,
Wolfman a été accusé entre 2008 et 2014 de trafic d'organes et de transplantation illégale au Kosovo, en Azerbaïdjan et au Sri Lanka. On parle de la banque américaine Morgan Stanley, cette banque qui pourrait supprimer 1200 emplois à travers le monde, dont 470 banquiers. La banque américaine Morgan Stanley va supprimer 1200 emplois à travers le monde, dont 470 banquiers et traders, dans le cadre d'un plan de restructuration de ses activités de courtage. Autre raison invoquée, une rentabilité insuffisante. On parle également de l'Ukraine qui ne fait plus du tout la une des journaux actuellement, on est passé sur autre chose, et on apprend que le FMI a changé ses règles pour soutenir l'Ukraine. Le Fonds monétaire international a pour la première fois de son histoire pris une décision destinée à soutenir un État emprunteur à l'encontre des accords existants, uniquement pour des raisons politiques. Voilà l'accusation lancée par le Premier ministre russe Dmitri Medvedev. Le FMI a en effet décidé de modifier une règle interne, celle qui lui interdisait d'assister financièrement un État ayant fait défaut vis-à-vis d'un autre pays. Ce qui permet à une extrémiste au plan d'aide accordé en mars dernier à l'Ukraine de survivre. Ces accusations à l'encontre du FMI, d'une force inédite, remettent sur le devant de la scène les critiques que subit régulièrement l'institution monétaire sur la question de son impartialité. Comme je vous le disais en titre, les Finlandais pourraient toucher un revenu de base de 800 € par mois. En tout cas, le projet de loi va être présenté en novembre 2016. Les Finlandais pourraient bientôt obtenir 800 € par mois de leur gouvernement si tout se passe bien. Le projet pourrait être présenté d'ici novembre 2016. Selon un sondage commandé par l'agence gouvernementale qui doit le mettre en place, 69% des Finlandais soutiennent l'idée d'un revenu de base. Le gouvernement finlandais entend ainsi lutter contre le chômage, explique Quartz. L'idée est que grâce à cette rentrée d'argent, prendre un travail temporaire pour quelques heures par semaine ne serait plus financièrement pénalisant, ce qui pousserait au retour à l'emploi. Encore une information qui n'a pas fait la une des journaux, les Danois ont refusé davantage d'intégration européenne. 53,1% des électeurs danois ont rejeté par référendum un projet de coopération renforcée avec l'Union européenne dans le domaine de la police et de la justice. Un désaveu pour la classe politique danoise. Les Danois ont rejeté par référendum un projet de renforcement d'intégration de leur pays dans l'Union européenne. 53,1% des électeurs convoqués le 3 décembre dernier ont voté non au projet d'adhésion au pays à l'Europol, l'agence européenne chargée de la lutte contre le crime organisé, les trafics et le terrorisme, qui deviendra en 2016 un organisme supranational chargé de l'ensemble des affaires de police et de justice pour l'Union européenne. Lars Løkke Rasmussen devra désormais négocier un accord séparé avec Europol, une négociation qui s'annonce difficile. Ce non catégorique, comme l'a décrit le Premier ministre libéral Lars Løkke Rasmussen, révèle une nouvelle fois qu'une majorité des Danois reste très sceptique sur le projet européen. Ce référendum avait été décidé par la précédente Première ministre, Helle Thorning-Schmidt, en février 2015, après l'attaque d'une librairie à Copenhague. En théorie, les attentats de Paris auraient dû renforcer l'idée d'une coopération européenne plus profonde, d'autant que la très grande majorité des partis politiques danois appelaient à voter oui. Mais plusieurs éléments ont joué contre ce oui. On part en Amérique du Sud maintenant, où l'opposition a remporté les élections législatives au Venezuela. L'opposition vénézuélienne a remporté dimanche dernier la majorité absolue en sièges au Parlement que contrôlaient les socialistes depuis 1999. L'Union démocratique, le nom de l'opposition, assure d'ores et déjà le contrôle de 99 sièges et les socialistes de seulement 46, sur un total de 164 à l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'a fait savoir la commission électorale. Il s'agit là d'un nouveau basculement à droite sur l'échiquier politique sud-américain après la victoire du libéral Mauricio Macri le 22 novembre dernier à la présidente argentine et dont nous avions parlé dans cette émission. On part en Grèce maintenant et le nouveau ministre de l'économie, Giorgos Statakis, qui aurait omis de déclarer 1,8 million et 37 biens immobiliers au fisc. Pour le grand public, en Grèce, tout a commencé au mois d'octobre dernier. À l'époque, sidérée, la population découvre de la bouche même de Giorgos Statakis, ministre de l'économie depuis l'arrivée de Syriza au pouvoir après les élections de janvier, que lors de sa déclaration de patrimoine auprès du Parlement grec, faite en 2012, il a oublié de déclarer la bagatelle d'1 million d'euros. On passe à la France maintenant, une petite partie France pour cette semaine. On commence avec le déficit commercial qui se creuse en octobre avec moins 4,6 milliards d'euros. Après 2 mois en retrait, les importations reprennent nettement en octobre. Le déficit commercial se creuse donc, passant de moins 3,6 milliards d'euros en septembre à moins 4,6 milliards en octobre, et retrouvant un niveau comparable à celui observé un an auparavant, moins 4,4 milliards en octobre 2014, soulignent les douanes dans un communiqué.
Je cite, « Le déficit cumulé ces 12 derniers mois a atteint moins 44,4 milliards d'euros contre 58,1 milliards d'euros pour l'année 2014. » Voilà ce qu'a précisé le communiqué. Alors puisqu'on est à la fin de l'année, on va regarder où en est la dette de la France. Regardez, ça défile, ça défile, ça défile. On est quasiment à 2100 milliards d'euros de dette pour la France. Alors on félicite chaleureusement le gouvernement, enfin tous les gouvernements successifs depuis 1971. Et puis bien évidemment, la France, comme elle est en large déficit, il va falloir retrouver de l'argent. Donc c'est pour ça que le fisc veut rémunérer ses indiques. Le fisc français souhaite être bientôt autorisé à rémunérer ses indiques. Le ministère des Finances planche sur un texte visant à introduire, ou plutôt réintroduire, cette possibilité en les intéressant directement aux redressements fiscaux dont ils sont à l'origine. Michel Sapin le confirme à notre journal. Je cite, « C'est à l'étude. Cela pourrait même arriver dès la loi Sapin 2 au printemps prochain. » Voilà qui va à l'encontre de la pratique actuelle, mais beaucoup l'ont peut-être oublié il y a encore 10 ans. Le fisc rémunérait les personnes lui ayant apporté des renseignements donnant lieu à des redressements fiscaux. Mal encadrée, la pratique a été suspendue. Le gouvernement, en mal de recettes fiscales, voudrait désormais lui donner un vrai cadre légal. Et on termine cette vidéo avec l'information selon laquelle, depuis 2001, près de 1 million d'emplois industriels ont été fracassés dans notre pays. Le secteur marchand a détruit 900 emplois au troisième trimestre 2015, ramenant à 15,85 millions la population active réellement employée dans l'Hexagone, comme en 2004. Sur l'année, le solde reste positif avec 37 600 créations. Pour les uns, c'est une relative bonne nouvelle, pour les autres, l'hémorragie continue, c'est selon. Au troisième trimestre 2015, l'ensemble des secteurs marchands a détruit 900 emplois, selon toutes les dernières données rendues publiques par l'INSEE. Au deuxième trimestre, il en avait créé 28 400, au précédent détruit 6 800, et encore au précédent créé 16 900, dans un mouvement de balancier presque parfait. Résultat, sur un an, le solde reste positif à 37 600. Il y a un mois, l'INSEE prévoyait encore la création de 14 900 emplois au troisième trimestre. C'est le détail qui fait froid dans le dos. Entre juin et août, l'industrie a ainsi enregistré son 58e trimestre d'affilée de repli en détruisant encore 14 600 emplois, le niveau le plus élevé depuis 2 ans. Depuis le début de la purge entamée au deuxième trimestre 2001, pas moins de 982 000 emplois industriels ont été rayés de la carte en France. Même série noire pour la construction qui a connu au troisième trimestre 2015 son 14e trimestre d'affilée dans le rouge, avec un compteur encore de 10 200 emplois détruits. Depuis le retournement opéré en début 2012, ce secteur sensible aux variations économiques a supprimé pas loin de 121 300 emplois. L'activité se maintient à peu près au troisième trimestre 2015 grâce au seul tertiaire qui affiche son 4e trimestre d'affilée dans le vert avec 23 900 emplois créés. Mais le rythme des créations d'emplois dans le secteur tertiaire marchand ralentit, révèle l'INSEE dans sa note. Et pour cause, au lieu de 20 200 créations prévues hors intérim, il n'y en a eu que 7 500. Au final, la France a détruit pas moins de 217 600 emplois depuis l'élection de François Hollande à la mi-2012. Les entreprises privées, hors agriculture, emploient quelques 15 085 millions de personnes en France, soit autant qu'à la fin 2004, et 586 300 de moins qu'à son plus haut enregistré début 2008, avant la crise. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie tous ceux qui soutiennent l'agence Infolibre. Pour soutenir l'agence Infolibre, vous passez par la boutique de l'agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr. Vous vous abonnez sur la lettre d'analyse et d'information libre. Cette lettre, c'est la lettre confidentielle mensuelle de l'agence Infolibre qui vous permet d'avoir les analyses des informations que je vous donne toutes les semaines. Donc c'est un très bon complément aux infos dont on parle peu. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller sur le site de l'agence Infolibre pour aller voir déjà tous les liens que je viens de vous donner dans cette vidéo. Ne me faites surtout pas confiance, allez voir par vous-même. N'oubliez pas de voir toutes les productions que nous avons mises en ligne toute cette semaine. N'oubliez pas également de télécharger l'application Android de l'agence Infolibre, cette application Android qui va vous permettre de nous suivre directement depuis votre téléphone. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Agenceinfolibre.fr, le Twitter, le Facebook, les pages YouTube, les pages Dailymotion. Voilà, il y a pas mal de choses à voir. Vous êtes habitués maintenant. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.